C'est vrai qu'on a été missionné, on a été très honorés d'être missionné avec le docteur Grand Genève pour créer ce module de formation Sentinelle. Et donc, dans le cadre de cette mission, on a été amené, en tout cas ça a été la commande, de parcourir la France pour aller rencontrer les acteurs de terrain, justement pour éviter de construire une formation sans avoir les contraintes, sans avoir les attentes, sans avoir les ressources du terrain. Et donc, on avait fait un peu un petit tour de la France. On a été du côté de la région de l'Aquitaine, on a été du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en Bretagne également, évidemment dans les Hauts-de-France. Et puis ce que je voudrais vous livrer aujourd'hui, c'est le compte-rendu un peu de nos réflexions qui, il me semble, synthétise pas mal des aspects qu'on a évoqués tout au long de la journée. Donc je pense que c'est pas bien que ça arrive en conclusion et que on se rend compte en fait finalement que effectivement l'élaboration d'un module Sentinelle n'était pas du tout indissociable finalement d'une réflexion autour de la stratégie générale de déploiement du plan de formation en prévention du suicide et du réajustement de la réingénierie de la stratégie de formation nationale. Alors d'abord, en fait, je vais scinder ma présentation en former les acteurs, c'est-à-dire l'échelon véritablement individuel et former, en tout cas déployer une stratégie de formation au niveau collectif. Mais vous allez voir très rapidement qu'en fait, cette distinction, cette délinéation est assez arbitraire et qu'en réalité, il n'est pas vraiment pertinent de penser comme ça et vous allez voir à quel point les motifs en fait se répètent. Donc d'abord, former les acteurs, ce à quoi il faut penser, c'est d'abord qu'il y a une véritable appétence pour une formation appliquée. Donc surtout en prévention du suicide, c'est une formation qui a des conséquences très concrètes et en général, il y a une véritable appétence pour ce genre de formation et appétence qu'on a rencontrée sur le terrain et de manière très heureuse. Comment est-ce qu'on peut la lire, cette appétence? Alors, soit on se réfère à la lecture psychodynamique, psychanalytique en évoquant la pulsion épistémophilique que Mélanie Klein avait décrite, soit on peut évoquer également des motifs comme l'anxiolyse. C'est vrai qu'acquérir des nouvelles compétences, c'est une manière de mieux comprendre. Et quand il s'agit quand même du suicide, où c'est quand même le plus grand mystère qui existe, c'est-à-dire le mystère de la mort, finalement, acquérir d'un savoir, c'est une manière aussi de se rassurer, et c'est pas du tout péjoratif de le dire. C'est l'acquisition aussi d'un certain potentiel, un renforcement des capacités d'agir et de prise sur le réel, et donc à ce titre peut-être aussi l'acquisition d'une nouvelle forme de pouvoir, sans qu'il y ait une connotation morale à la notion de pouvoir. Et enfin, et surtout, c'est pas du tout négligeable, avoir une formation, c'est aussi un été identitaire, c'est-à-dire une manière de se renforcer dans qui on est, quelles sont nos missions, quel est le sens de notre action, et ça c'est extrêmement porteur pour les acteurs de terrain, et c'est ça qu'on a beaucoup entendu sur les territoires. La formation, c'est d'abord et avant tout une dialectique de la forme. Et ça, je vais vous parler de beaucoup de dialectique parce que finalement, le déploiement d'une stratégie de formation, on s'est rendu compte qu'elle résistait beaucoup au clivage, c'est-à-dire à l'opposition des contraires. Le tout, c'est d'essayer d'allier les contraires. C'est probablement ce qui est le plus difficile, mais la formation, en l'occurrence, l'impose. Et c'est René Casse qui très bien avait décrit que former, c'est bien changer de forme sans déformer. Et changer de forme, c'est un processus qui en soi peut paraître délicat, qui peut parfois paraître violent, puisque c'est aussi une certaine forme de renoncement, c'est aussi une certaine forme de peur de l'inconnu, c'est aussi une certaine forme de deuil à certains égards. Ceci dit, pour former, il faut déjà qu'il y ait une forme préalable, et donc il y a quelque chose à respecter des acteurs qu'on va venir former. Les acteurs qu'on forme ont d'abord et ont toujours des compétences et des savoirs professionnels, de par leur formation et de par leur pratique professionnelle. Mais ils ont aussi, et c'est particulièrement vrai pour la société civile, des compétences et des savoirs expérientiels qu'il ne s'agirait pas de négliger et au contraire qu'il faudrait savoir valoriser. Et les acteurs de la prévention ont aussi reçu des formations antérieures et il n'est pas anodin, anecdotique et pas du tout péjoratif de noter qu'il y a une forme de loyauté par rapport aux formations antérieures et ça c'est quelque chose qu'il faut savoir respecter. L'écueil à laisser à s'appuyer entièrement sur l'existant et pas à apporter de nouvelles compétences ou de nouvelles formations, c'est l'écueil de l'abandon. Et ça, c'est très clair, c'est René Casse qui expliquait que la formation, c'est un équilibre entre, d'un côté, l'abandon et l'intrusion. Et ne rien donner de nouveau, c'est une forme de violence que de laisser le participant qui était venu avec ses attentes à l'abandon de son statut de non-sachant, eu égard, évidemment, à la formation qui va lui être délivrée. Et puis, il y a la possibilité et la nécessité d'intégrer la nouveauté qu'il faut venir dialectiser avec s'appuyer sur l'existant. Et intégrer la nouveauté, c'est facile en général quand ce qu'on apporte de nouveau est congruent.
Que ce soit une actualisation, que ce soit un approfondissement, ça, en général, ça passe plutôt bien. Ce qui est plus difficile quand on fait une formation, c'est quand il y a une forme de soit des additions, soit des conflictualisations, des apports nouveaux. Qu'il y ait des modifications des rationnels qui soient apportés, ou même parfois des réfutations, ça peut entrer en tension, et c'est des tensions qu'il ne faut pas négliger. Encore une fois, le risque à ne vouloir faire qu'intégrer de la nouveauté sans prendre en compte de la forme préexistante, c'est le risque de l'intrusion, c'est-à-dire de l'imposition d'un savoir au détriment et malgré le participant. Et puis, ce qu'on a pensé pour l'élaboration du module de prévention, en tout cas de formation pour la prévention, c'est penser vraiment selon le modèle d'un contenu pragmatique, c'est-à-dire qui est orienté vers l'action. C'est Françoise Sironi, qui est socio-anthropologue, qui disait bien qu'un savoir, quand il est transmis sans la perspective de son application, c'est ouvrir le risque à l'idéologie et à l'idéologie totalisante. Et bien là, quels peuvent être les objectifs visés pour un contenu pragmatique? C'est bien sûr, et là on retrouve notre pyramide de Kirkpatrick, c'est bien sûr la satisfaction. Il s'agit de satisfaire dans une certaine mesure les participants, mais c'est aussi leur conférer un sentiment d'efficacité personnelle, et c'est aussi et surtout pouvoir permettre une efficacité effective, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des mises en application, des transformations en termes de compétences et de comportement, et aussi des implications, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une efficacité sur des variables distales. On sait à quel point c'est difficile, on sait à quel point l'imputation causale est difficile dans l'évaluation, mais c'est quand même nécessaire. Il y a aussi des effets qui ne sont pas du tout à négliger, les effets motivationnels, puisque avoir une nouvelle formation, ça galvanise, ça renforce la motivation, et des effets de légitimation, parce que quand on a reçu une formation, on est plus légitime à certains égards face à nos instances, face à nos organisations, pour porter certaines problématiques. Et puis, il y a des implications incidentes auxquelles on ne pense pas forcément à premier titre, mais qui nous ont beaucoup animés, sur lesquelles on a beaucoup réfléchi, c'est le fait des responsabilités. Parce que quand on a acquis un savoir et un savoir nouveau, c'est comme la lecture, on ne peut pas le acquérir. C'est-à-dire que quand on a appris à lire, on ne peut pas désapprendre à lire. Et bien, quand on a appris à faire une évaluation du risque suicidaire, on ne peut pas faire comme si on ne connaissait pas cette évaluation. Et savoir faire une évaluation du risque suicidaire, ça confère une responsabilité qui est plus ou moins congruente en fonction des interlocuteurs avec les responsabilités déontologiques et légales que l'on doit porter de fait. Et puis, il y a une certaine forme de responsabilité qu'il faut également savoir reconnaître, parce que c'est aussi celle qui nous porte dans la prévention du suicide, c'est la responsabilité morale, puisque quand on s'engage dans la prévention du suicide, de fait, par l'inquiétude qu'on porte, et là je confère le professeur Walter, par l'inquiétude que le porte, c'est une forme de responsabilité à l'égard d'autrui. Et puis il y a aussi enfin la dialectique de l'attente, c'est-à-dire que évidemment les professionnels, les acteurs de terrain et les citoyens peuvent avoir des attentes particulières par rapport à une formation. C'est important de pouvoir satisfaire à ces attendus dans une certaine mesure parce que ça permet de garder en vie l'appétence, ça permet une participation active des participants en l'occurrence, ça permet d'éviter une certaine forme de défiance par rapport au contenu qui peut être inquiétant à certains égards et ça favorise vraiment l'appropriation du contenu de savoir. Mais il y a quand même quelque chose à prendre en considération, c'est que possiblement, et c'est une question que je pose, il y aurait peut-être des contingences qui échappent aux apprenants. Et le fait, par exemple, que préalablement à la formation, il y a la nécessité d'assurer une certaine qualité eu égard à l'evidence-based medicine, eu égard aux actions qui sont réputées probantes, le fait qu'il y a nécessité sur un territoire entier d'assurer une certaine forme de cohérence, une articulation, une synergie entre différentes actions, et le fait que le formateur doit être garant et doit être lui-même responsable de ne pas mettre en difficulté et de ne pas mettre en danger ses propres participants, par exemple en leur conférant des savoirs qui les renvoient à une responsabilité qui outrepasse à certains égards leur responsabilité légale et déontologique, c'est aussi des variables à prendre en considération. Et donc là, il y a encore une fois à dialectiser les incongruences entre assumer certaines formes de frustration, intégrer un métacadre, c'est-à-dire le cadre général dans lequel on intervient, pour ensuite faire de l'ajustement au plus près du terrain. On en revient au collectif. Et vous allez voir à quel point, en fait, les questions qui se posent et les problématiques sont exactement les mêmes, puisque finalement, il me semble que déployer une formation, ça ne procède pas tant d'une série d'actions à mettre en place, mais véritablement d'un système à mettre en place, donc qu'il faut pouvoir approcher de manière macroscopique et complexe, comme l'aurait qualifié Edgar Morin. Et en fait, en réalité, on retrouve une certaine forme d'isomorphisme entre le niveau individuel et les déploiements sur un territoire.
Parce que sur les territoires, ce dont on a pu prendre conscience en côtoyant les ARS, en côtoyant les organismes, c'est qu'il y avait aussi une réelle appétence pour une formation appliquée. Parce que ça donne l'impression de pouvoir résoudre des problèmes, et ça résout des problèmes. Parce que la formation, c'est quand même un dispositif dont le coût-bénéfice est relativement favorable. Parce qu'il y a une certaine forme d'anxiolyse politique, c'est-à-dire avoir mis en place un dispositif de formation, ça permet aussi de se rassurer sur le fait qu'on a fait une action de prévention et qu'on a déployé des choses. Et puis, il y a une propension qui est généralement un peu insidieuse, qui est le risque d'en faire une forme de substitutif ou de palliatif à certaines autres difficultés. Déployer un plan de formation, par exemple, on a été très attentif au fait que ça ne devait pas se substituer à certaines carences ou certaines difficultés, parfois dans l'offre de soins, par exemple, et que ça se faisait qu'à la condition qu'il y ait la possibilité d'un relais, on en a parlé tout à l'heure par rapport aux sentinelles ou aux médecins généralistes, d'un relais efficient vers l'offre de soins. Une dialectique de la forme là aussi, puisque on a été vraiment surpris, agréablement surpris de tout l'existant qu'il y avait déjà, avec déjà un contenu de formation qui a été délivré sur tous les territoires, des acteurs qui sont formés, qui sont mobilisés, qui sont disponibles, avec une stratégie de déploiement qui est déjà active, et déjà une forme de structuration des ressources et des acteurs. Mais ça peut poser des difficultés quand on envisage de la nouveauté, des changements de contenu, des changements de modèle, voire des changements de stratégie, et quand on va avoir encore plus large, éventuellement des changements de paradigme. Je ne sais pas si on peut être aussi ambitieux que ça. En tout cas, c'est vraiment à réfléchir. Là aussi, il faut penser à un déploiement pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut des objectifs qui soient visés, et ça, ce sont les recommandations du Haut Conseil de santé publique, c'est-à-dire qu'il faut des objectifs en termes d'efficacité effective, d'application. Est-ce que oui ou non, la formation qu'on dispense est appliquée et se transfère en termes de compétences et de comportement? Est-ce qu'il y a une implication en termes de réduction des taux de tentatives de suicide et suicides ou d'autres indicateurs plus proximaux? Il faut aussi qu'il y ait un effet de pérennisation. Et ça aussi, mine de rien, en termes d'objectifs, un effet de légitimation, puisque quand une institution a reçu une formation, ça permet aussi de faire valoir cette formation, et ça non plus, c'est pas négligé. Et là aussi, il y a des implications incidentes, et en fait, qui ne sont pas si incidentes que ça, parce que c'est des implications qui peuvent être cherchées. Ça a un effet, la formation, de responsabilisation collective. On en a déjà parlé, c'est extrêmement important, parce que ça permet un portage collectif du professionnel jusqu'aux membres de l'association et aux citoyens lambda de la problématique suicidaire, et un fort effet de structuration, je vous en parle dans 2 secondes. Tout ça pour vous dire que ce qui est extrêmement important à prendre en considération, c'est qu'une formation seule, c'est comme le bébé, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il ne faut, d'après nous, envisager une formation qu'à insérer dans un dispositif, dans un système, avec un ensemble de mesures qui permettent le bon déploiement et la garantie de l'efficacité de cette formation. Dans la dialectique de la forme, ce qui nous a souvent été renvoyé, c'est la notion du bottom-up et du top-down. Il y aurait 2 pôles, alors là je les ai fait volontairement caricaturaux, mais c'est extrêmement important d'y penser. Il y aurait 2 pôles, un pôle beaucoup plus descendant, où on viendrait imposer un modèle du côté de la théorie qui ne serait pas au contact des réalités du terrain, avec une forme d'uniformisation sur l'ensemble du territoire, et où on viendrait impliquer un masque, une forme qui, peu importe la forme sous-jacente, viendrait se substituer ou recouvrir la forme sur le territoire. Et puis de l'autre côté, au plus proche du terrain, il y aurait une formation plutôt bottom-up, qui serait plutôt du côté de la pratique, l'ancrage territorial, où il y aurait un moulage au plus proche de la forme du territoire, mais qui court le risque aussi, à l'extrême, d'une forme d'idiosyncrasie, où chacun fait son petit truc dans son coin, et du coup, il y a une forme de désorganisation possible, avec une juxtaposition des actions qui ne sont pas portées en cohérence et en synergie. Et puis, ce qui est aussi extrêmement important, c'est qu'au-delà de la formation, il y a d'autres vertus, et il y a d'autres vertus à la formation, qui sont celles de la sensibilisation, évidemment, de l'acculturation, et ça c'est extrêmement important, et ça a été un énorme progrès des 20 dernières années, c'est-à-dire la possibilité de transmettre un langage commun, des référentiels communs, des théories communes, pour s'entendre et parler ensemble. Ça permet également de mailler et de susciter les rencontres et de créer et nourrir les réseaux. La question qu'on pose aujourd'hui, c'est au stade où on en est, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Et surtout, est-ce que ces actions-là doivent être l'objectif principal des formations que l'on doit mener? Et est-ce qu'elles ne peuvent pas être menées par des actions parallèles? Et enfin, la preuve de la réalité, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il existe des ressources limitées. Et il faut prendre en considération ces ressources limitées. Une disponibilité engagement des acteurs qui est limitée, une disponibilité en engagement des structures qui est limitée, parce que, évidemment, par exemple, une ARS n'a pas forcément le suicide comme priorité dans son plan d'action de santé publique, des engagements politiques qui sont variables et qui ne peuvent être que limités dans une certaine mesure, et des soutiens financiers, évidemment, on en a beaucoup parlé, qui sont limités. C'est évidemment du coup une stratégie de déploiement de la formation qui est une stratégie qui est contrainte,
avec des aspects un peu cyniques parfois de concurrence en termes de prévention. Est-ce qu'il vaut mieux miser sur la prévention du suicide que la prévention de la dépression, que la prévention de l'obésité, etc. Et il faut trouver aussi un équilibre entre la revendication. C'est important de revendiquer, de dire on a besoin de plus de moyens, de plus de budget, mais on ne peut pas non plus être complètement paralysé par cette revendication, et il faut réfléchir aussi à l'adaptation, au faire avec, et comment est-ce qu'on réussit à réunir les forces. Et on a vu des expériences fabuleuses, par exemple dans la Creuse, où avec 3 bouts de ficelle, et c'est pas du tout à justifier, hein, il ne faut pas 3 bouts de ficelle, il faut beaucoup plus que ça, mais même avec 3 bouts de ficelle, ils ont réussi à mettre en place des choses extraordinaires. D'où nos propositions pour la réingénierie de la formation. La première chose, c'est une spécification. Pour vous dire qu'est-ce qui nous a guidés, je voudrais revenir à des modèles beaucoup plus biologiques, voire biophysiques. Imaginez, il y a 2 possibilités. Un milieu où tout est homogène, où tout le monde fait la même chose et tout le monde a les mêmes compétences. Eh bien, il n'y a pas de mouvement dans un milieu comme ça. Imaginez 2 milieux qui ont des compétences qui ne sont pas du tout homogènes, qui sont très hétérogènes, et qui ont des compétences très différentes, mais qui ne sont pas en connexion. Il n'y a pas de mouvement dans un milieu comme ça. Ce qu'on voulait envisager, nous, c'est un milieu dans lequel, je ne sais pas, pour ceux qui ont fait de la médecine, qui le connaissent, un milieu où on pourrait avoir des secteurs qui ont des compétences différentes, qui ont des concentrations différentes, des compositions différentes, mais avec des membranes semi-perméables, c'est-à-dire des membranes qui laissent passer certaines choses et pas d'autres. Eh bien, on voit bien que quand on met en place une membrane semi-perméable, la biologie nous le dit, c'est comme dans les cellules, c'est la vie, c'est comme ça, eh bien, il y a des mouvements qui se font spontanément, et donc on a, par exemple, un transport osmotique d'un côté ou de l'autre. Le mouvement se met en place. Et en plus de ça, si on rajoute des échanges actifs avec des pompes à protons, des machins, etc., il y a de la vie qui se crée et c'est là que ça s'active. Si on change de référentiel et qu'on va beaucoup plus sur le référentiel des sciences de l'éducation, récemment j'ai entendu le professeur Mérieux qui a dit quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui disait que les formations devaient permettre de concevoir une collaboration systémique et non pas juxtapositive des postures professionnelles. Et qu'est-ce que ça a imposé, la collaboration systémique ? La formation devait permettre à chaque participant d'être, et ça c'est le premier point, j'insiste, d'être un peu plus ce qu'il était déjà, donc dans notre cadre un peu plus évaluateur, un peu plus citoyen actif, un peu plus intervenant en crise suicidaire, et en même temps d'intégrer dans sa pratique les fondamentaux des autres postures. D'où l'idée de la spécification du module de formation qu'on voudrait proposer. Et on l'a fait un peu sous une approche fonctionnelle, en repérant 4 grandes fonctions de la prévention, qui sont le repérage, l'orientation, l'évaluation, l'intervention. Jusque-là, je crois qu'on est à peu près d'accord, c'est à peu près consensuel. Et bien, pour spécifier ça, on s'est dit que repérage et orientation, ça, n'importe quel membre de la société qui était particulièrement engagé, qui était repéré et repérable pour avoir ce souci-là particulier, on pourrait l'équiper pour camper ce rôle de sentinelle. L'orientation et l'évaluation, ce sont tous les cliniciens non intervenants de crise qui doivent être capables de faire une évaluation du potentiel suicidaire et d'orienter vers les ressources de soins adaptées. Et enfin, les cliniciens intervenants de crise, et quand on parle d'intervention de crise, c'est important de préciser, il s'agit bien de la crise au plus aiguë, c'est-à-dire les individus qui sont vraiment sur le bord de passer à l'acte. Eh bien, ces cliniciens intervenants de crise doivent être formés à l'évaluation de la crise, ce n'est pas exactement la même évaluation, et à l'intervention de crise suicidaire. Donc on a ces 3 modules qui, vous le voyez, c'est extrêmement important, reposent sur des prérequis, et ça va être un aspect qui est, d'après nous, un aspect qui est important, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de conditions pour recevoir une formation. Pourquoi un certain nombre de conditions ? Parce que si on veut faire de la formation, il faut déjà qu'il y ait une forme préalable, et donc il y a des préacquis sur lesquels il faut pouvoir s'appuyer. Ensuite, on ne conçoit vraiment pas la chose de manière hiérarchisée. Ce n'est pas un module 1, 2, 3, parce que, évidemment, une sentinelle n'aura jamais vocation à devenir un évaluateur ou un intervenant de crise. Et enfin, on a souhaité distinguer ces actions de programmes de sensibilisation universelle, parce qu'il nous semble que ce n'est pas exactement le même objectif, même si ça y participe évidemment. Et puis de création de réseau, ça y participe évidemment, mais encore une fois, il nous semble que ça doit être accompagné d'actions spécifiques pour la création de réseau. Nos propositions pour la structuration, cette fois à l'échelle macro-individuelle, eh bien ça, vous le connaissez, je n'ai pas besoin de vous le présenter, le modèle de la formation en cascade, ce qui permet d'avoir une force de déploiement qui est extrêmement importante, avec des formateurs de formateurs nationaux, des formateurs régionaux, des intervenants. Ça, c'est déjà en cours. Je passe. Ce qu'on voudrait proposer, c'est une approche beaucoup plus fonctionnaliste. Ce qu'on a repéré sur le terrain, c'est qu'en général, c'était une approche structuraliste, c'est-à-dire qu'on fait, par la force des choses et parce qu'on a un nombre de moyens limité, on regarde qui est là,
qui est mobilisé, qui se porte sur le devant de la scène, et en fonction de qui est là et des structures qui sont disponibles, on met en place les fonctions qui est possible de mobiliser. Et bien, ce qu'on voudrait pouvoir proposer, et c'est d'après nous la condition de l'adaptabilité et de la souplesse d'un modèle comme celui-ci, c'est une approche beaucoup plus fonctionnaliste, c'est-à-dire où on se pose d'abord la question de quelles sont les fonctions qui sont nécessaires pour assumer, et je dis bien assumer, parce que ça a un coût en ressources humaines, en ressources financières, assumer le déploiement d'un plan de formation. Eh bien, il faut du repérage, parce que, par exemple, les sentinelles, tous ne vont pas forcément spontanément dire qu'elles sont mobilisées et intéressées par la formation de sentinelles, mais aussi la possibilité de recruter, de centraliser des candidatures de participants. Et ce processus de visibilité, de lisibilité, de centralisation, c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir une certaine garantie qualité de la formation. Il faut des fonctions d'animation de réseau, de suivi et d'accompagnement, d'articulation et de recours, et ça c'est extrêmement important, et c'est probablement un des points les plus difficiles et les plus délicats, parce que si vous dites, et c'est ce qu'on préconise en général, si vous formez des sentinelles, il faut que vous puissiez être certain que n'importe quelle sentinelle, dès lors qu'elle a repéré quelqu'un qui est en difficulté, elle puisse le référer au plus vite à un professionnel capable au moins de l'évaluer et de l'orienter vers une structure de soins. Ben, rien qu'à dire ça, c'est vraiment pas évident, mais c'est pas impossible non plus, et encore une fois, on a vu des choses tout à fait originales qui étaient faites sur le territoire. Et évidemment, on en a beaucoup parlé, l'évaluation qui est absolument nécessaire pour voir ce qu'on fait, voir où on va et voir si ça vaut le coup de réitérer ou pas. Et dans le qui, c'est extrêmement important aussi, c'est de se dire qu'il faut faire attention, et j'en reviens dans 2 minutes, c'est que la délinéation, la segmentation des types d'entités fonctionnelles dont on parle n'est pas la même dans le langage administratif, où j'ai appris le terme d'opérateur, et dans le langage beaucoup plus sanitaire et médico-social, où là on parle en corps de profession ou en institution. Et ça, il faut savoir faire chevaucher et articuler les 2 niveaux de langage. Ce que je voudrais proposer, du coup, c'est au lieu d'avoir cette confrontation top-down, bottom-up, qui est en fait qui ne peut conduire que à la juxtaposition parallèle ou à la conflictualisation, c'est d'aller vers un modèle d'intégration. Alors ça, pour ceux qui font de la psychiatrie inférentielle ou computationnelle, ça va vous dire quelque chose. C'est quelque chose que j'ai vraiment calqué de mon master où je faisais de la théorie bayésienne, c'est d'avoir, au lieu d'avoir cette juxtaposition, d'avoir des nœuds d'intégration du bottom-up et du top-down aux différentes échelles. Alors évidemment, dans les différents nœuds d'intégration, on n'intégrera pas au même niveau et pas avec la même pondération. Il est probable que dans les nœuds d'intégration supérieurs au niveau de la hiérarchie, on sera peut-être un peu plus influencé par les aspects théoriques, les aspects qualitatifs, etc. Et qu'au contraire, au niveau du territoire, on sera beaucoup plus mobilisé par les contingences locales. Mais il y a une intégration qui peut se faire à chacun des territoires des 2 courants, et que chacun ait en tête ces 2 courants-là, ces 2 mouvements, c'est extrêmement important. Une autre chose qui nous semblait extrêmement importante, c'est qu'il y ait une véritable coopération, j'ai bientôt terminé, une véritable coopération administrativo-sanitaire. Ça, c'est important. Pourquoi ? Alors là, c'était un des chocs qu'on a eu avec Pierre quand on a été, je regarde Sophie par exemple, quand on a discuté pour la première fois avec nos collègues de l'ARS, nous n'avons rien compris. Et vraiment, il nous disait un truc que je ne comprenais pas, ce que nous disait. Les fiches projets, les opérateurs, etc. Machin. Progressivement, à force de se côtoyer, d'aller manger au resto ensemble, etc., on a compris, en fait, il y a eu une forme de démythification, parce que le premier réflexe, c'est de dire, mais vous voulez nous enfumer, de toute façon, tout ça, c'est pour économiser de l'argent, et je ne comprends rien à ce que vous dites. Et puis, vous n'êtes pas au contact de nos obligations sanitaires. C'est pas vrai. C'est simplement qu'on ne se comprend pas. Et donc, il y a une forme de démythification réciproque, où il y a un travail de traduction, rétro-traduction qui se fait, et on peut mettre en place, et là, je fais référence aux théories de l'attachement, une forme de partenariat corrigé quant au but. C'est-à-dire qu'on arrive à se mettre d'accord sur qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce que l'autre veut, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je veux, et comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord ensemble pour aligner, mettre en cohérence nos objectifs réciproques avec nos contraintes et nos obligations réciproques. Ce qui nous permet de dire ensuite, écoute, si tu dois parler à ton boss à ce moment-là, peut-être que je peux te donner quelques éléments de langage qui pourraient percuter, etc. Et là, il y a vraiment des belles collaborations qui peuvent se mettre en place. Et en plus de ça, on sait très bien qu'on n'a pas les mêmes domaines de juridiction confère le sociologue Abbott. C'est extrêmement important de prendre en considération qu'on a des domaines de juridiction qui sont complètement différents. Et que si un psychiatre venait sur le terrain administratif, il ne serait probablement pas entendu parce que pas empesé de cette charge symbolique, de cette légitimité symbolique qu'aurait un administratif qui parlerait le même langage. Et donc, cette possibilité de coordination entre l'administratif et le sanitaire est une condition, d'après nous, sine qua non au bon développement. D'où notre proposition qu'aux différentes échelles, il puisse y avoir cette collaboration.
Au niveau territorial, j'ai juste mis la coordination locale parce qu'en fait, on a vu tellement d'exemples de la possibilité d'une coordination locale qu'il me semble que ça doit être vraiment ajusté au plus proche du territoire. Pour ce qui est de la partie la plus en haut de la hiérarchie, mais vous voyez bien que ma conception de la hiérarchie est vraiment très fluide en réalité et très dans l'échange. L'échange entre le GEPS et la DGS est déjà extrêmement productive. Et puis, il y a quand même cet aspect qui nous semble extrêmement important, et c'est ce sur quoi on travaillera notamment demain, c'est qu'il devrait, d'après nous, y avoir une collaboration extrêmement étroite entre les ARS et un acteur, un médecin coordinateur. La vraie question, c'est qui est ce médecin coordinateur ? Qui va s'y coller ? Et là, on a quelques pistes, hein, on pourrait avoir des idées. Il y a des référents GEP sur le territoire, il y a des responsables vigilance sur le territoire qui sont impliqués. Comment est-ce qu'on réfléchit ensemble ? Et puis, c'est pas obligatoire que ce soit le même type de médecin, ou le même type de... D'ailleurs, je dis médecin, mais ça peut être un autre professionnel de santé, ou un psychologue, qui puisse porter cette question-là au niveau de méta-coordination au niveau d'une région. Donc, je termine là-dessus. C'est que tout ça, ça se fait à la condition qu'il y ait des outils qui facilitent, parce que ça peut paraître très théorique comme ça, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des outils qui facilitent l'intégration et la fiabilisation, l'évaluation qui est extrêmement solide et qui est pensée dès la mise en place du plan de déploiement, l'existence de labels reconnus, ce qui permet d'avoir une visibilité où on sait dire, bah voilà, telle personne a été formée selon le modèle qui a été déployé par le GEPS. Des supports, et c'est ça un constat extrêmement fréquent à l'ère du numérique. C'est pas normal qu'on puisse pas avoir déjà une plateforme qui puisse permettre de diffuser largement, et c'est en travail, hein, mais qui permette de diffuser largement des supports communs et homogènes à l'ensemble des acteurs impliqués. Et il faut, on l'a redit plusieurs fois, mais il me semble qu'en fait le modèle qu'on propose, c'est un modèle plus large que simplement le plan de déploiement de la formation en termes d'intégration, que c'est seulement à ces conditions-là qu'on pourra avoir une réelle synergie avec les autres éléments du kit, le numéro unique, un répertoire des ressources sur le territoire qui, il me semble, est un chantier qui est à mener de manière urgente parce qu'on en a besoin dans différents programmes, Vigilance et Papageno pour ne citer que certains d'entre eux. Je vous remercie de votre attention.